merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver David Furcage, président d'IWF Capital. Bonjour David. Bonjour. Bonjour, merci David d'être avec nous ce matin, comme tous les mercredis matins. Vous êtes président de IWF Capital. Avec vous, un chronocac revisité, puisqu'on s'échappe un peu de la stricto-analyse, de l'analyse stricto-sensu, l'analyse graphique stricto-sensu de l'indice CAC 40. On va élargir un petit peu le spectre et essayer de comprendre quels sont les facteurs, les variables qui impactent les évolutions des principaux indices mondiaux. On va commencer par le fait géopolitique, puisque les tensions s'aggrave en mer Rouge avec l'entrée dans le conflit des Occidentaux, l'armée américaine et l'armée de Grande-Bretagne, britannique notamment. Du coup, eh bien, ça se reflète dans les indices qui suivent le prix des conteneurs. Vous avez, vous, choisi celui du Drewry WCI. On a également le Baltic Dry qui suit également cette évolution, le prix des conteneurs qui se retrouve à des plus hauts de plusieurs mois. Du coup, ça laisse penser que les peurs et les craintes à l'endroit de l'évolution de l'indice des prix pourraient se raffermir et peser sur les indices. C'est votre analyse également, David? Oui, effectivement, il y a plusieurs foyers de tension, que ce soit géopolitique, que ce soit effectivement des conflits armés avérés et effectivement des tensions économiques qui pourraient ressurgir. Et je crois qu'il faut vraiment s'intéresser dans le monde de 2024 aux signaux faibles, tels que celui que vous avez sous les yeux, qui pourrait avoir un impact sur l'inflation s'il venait à perdurer. Le graphique que vous avez sous les yeux reflète le prix de transport, de fret maritime, donc de conteneurs, donc de routes commerciales, entre Shanghai et différentes villes, par exemple Shanghai et Rotterdam, Shanghai et Gênes, ou Shanghai et New York. Et ce que l'on peut observer, c'est que depuis mi-décembre, ces prix ont carrément explosé et pourraient avoir, à un moment donné, s'ils perduraient, cette évolution des prix vers le haut, à avoir un impact sur l'inflation. Je rappelle que l'inflation, c'est vraiment le catalyste, c'est vraiment ce à quoi se préoccupe le marché. Les guerres en général, les conflits, les tensions n'ont pas provoqué particulièrement de hausse de la volatilité des marchés. En revanche, l'inflation, c'est vraiment quelque chose qui concentre toute l'attention des marchés puisqu'elle est associée effectivement, par exemple, au pivot des banques centrales, à l'évolution des taux d'intérêt. Et ici, vous avez vraiment sous les yeux donc un signal faible, quelque chose qui, en tous les cas, pourrait avoir un impact sur l'inflation s'il perdurait. Et dans ce monde de 2024, qui est multi-tension un peu sur tous les aspects, donc je répète, économique, politique, avec effectivement les élections, par exemple, américaines ou les élections au Parlement européen. Donc on a plein de foyers de tension. Et dans cette année, ce début d'année, il faudra vraiment s'intéresser à des petits éléments comme ça, peut-être encore imperceptibles, mais qui pourraient avoir un impact sur la volatilité et donc l'évolution des marchés boursiers. Imperceptible, vous parlez un peu vite, parce que si j'ai bien compris, en fait, les bateaux qui se déroutent, donc qui évitent, donc ça rallonge les délais de transport, du coup, par la force des choses, ça commence à créer des pénuries dans les chaînes d'approvisionnement, et c'est notamment le secteur industriel automobile européen qui est pénalisé maintenant, et notamment du fait de l'absence de pénurie de composants fabriqués en Asie. Du coup, les effets commencent à se faire sentir pour l'économie européenne, tout du moins. Ceci étant, et c'est effectivement important d'apporter un bémol, quand on dézoome, si vous dézoomiez le graphique que vous nous avez envoyé, on se rendrait compte que les niveaux de 2021, qui étaient ceux qui ont amené l'explosion de l'inflation dans les économies et dans toutes les économies mondiales, est encore très loin. Du coup, par la force des choses, c'est à surveiller, mais ce n'est pas encore catastrophique, n'est-ce pas? Non, en fait, quand je disais imperceptible, ça signifie que pour l'instant, on ne voit pas de traces de ces évolutions, de ce que vous avez sous les yeux, dans l'inflation. C'est un signal faible, si je peux dire. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut commencer à regarder parce que ça pourrait avoir un impact si cela perdurait. En ce sens, c'est imperceptible pour le moment. Mais évidemment, on sait ce que ça peut produire dans les chaînes d'approvisionnement et il faut y apporter une attention vraiment particulière. Voilà, c'est en ce sens que c'est imperceptible par rapport à la volatilité. Par exemple, si on regarde la volatilité implicite du marché américain, la courbe que vous avez sous les yeux pour l'instant, c'est-à-dire
l'évolution des prix des conteneurs ne possède pas d'impact. On ne le retrouve pas encore dans la volatilité implicite qui mesure, je le répète, le coût de l'assurance et ce qu'on appelle plus globalement l'indice de la peur. Voilà. En ce sens, c'est encore imperceptible. Et si ça perdurait, en revanche, le marché s'en préoccuperait davantage et on passerait d'une variable qui est un signal faible, imperceptible, à quelque chose qui est vraiment prégnant dans la manière dont les investisseurs formulent leurs investissements. Enfin, ok, très clair. Écoutez, je vous remercie pour cette précision, cette analyse de l'évolution du commerce mondial sous tension avec le regain des tensions donc en mer Rouge et l'entrée en conflit des Américains et des Britanniques. On va poursuivre avec l'évolution des obligations à court terme, tant européennes qu'américaines, qui sont toutes les deux sous des résistances. Du coup, pas à force des choses, est-ce qu'on assiste à un repli de ces deux actifs ou au contraire, il faut s'attendre à un rebond une fois qu'elles auront atteint des niveaux de support, les premiers niveaux de support sur leur chemin? Alors déjà, il faut rappeler qu'il y a une très forte corrélation entre les taux d'intérêt et les indices boursiers. Alors ce que je cherche à montrer ici, c'est que les obligations à court terme, que ce soit en Europe, le graphique de haut, ou aux États-Unis, le graphique de bas, évoluent à présent sous des résistances et en tous les cas ralentissent. Ce qui signifie que, comme on dit maintenant depuis quelques semaines, les taux d'intérêt aux États-Unis et en Europe ont cessé de baisser significativement. Voilà. On voit d'une part que d'abord ces deux courbes sont extrêmement corrélées, donc on est sur des cycles de politique monétaire qui sont synchrones entre l'Europe et les États-Unis, peu ou prou, évidemment, avec plus ou moins d'agressivité en certains endroits, on est bien d'accord, mais il n'y a pas vraiment de décalage, je veux dire, dans le temps significatif entre ce qui se passe en Europe et d'un point de vue obligataire et ce qui se passe aux États-Unis. Simplement, ce que l'on observe, c'est que ces deux graphiques sont sous des résistances ou qu'ils consolident au-dessus de supports. Alors, il n'y a pas de signaux de retournement, il s'agit d'observer que simplement ces prix obligataires ralentissent. On est bien dans des structures plutôt d'avancée des cours, mais pour l'instant, ces cours ralentissent. Alors, il y a une petite distinction entre le graphique d'en haut, c'est-à-dire les obligations à court terme en Europe, et le graphique d'en bas, les obligations à court terme aux États-Unis. C'est que les obligations à court terme aux États-Unis, vous voyez, ont formé un petit point haut encore en ce début d'année, donc les taux d'intérêt ont sensiblement baissé, alors qu'en Europe, les obligations à court terme n'ont pas formé un nouveau point haut, mais elles se situent sous un précédent point haut à 106,61. C'est une petite distinction donc entre l'Europe et les États-Unis. Donc en matière de politique monétaire, c'est un petit décalage de cycle, mais qui est très, 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 très sensible en réalité. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que… Oui ? Non, je vous en prie, allez-y. Alors, ce qu'il faut noter en tous les cas, c'est puisqu'il y a une forte corrélation entre les indices obligataires, donc les taux d'intérêt, et les indices actions, et comme les obligations ont cessé de marquer de nouveaux points hauts, eh bien, c'est un effet sur les actions. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Exactement. Et c'était ma transition. Du coup, je vous laisse poursuivre. Voilà. Donc, du coup, sur les marchés boursiers américains, eh bien, depuis mi-décembre, ceux-là sont en train de caler sous des résistances, notamment une résistance de mars 2022, donc, et également sous la borne haute du canal qui prévaut maintenant depuis plus d'un an. Voilà. Donc, c'est un marché qui ralentit. Alors, il n'y a pas de signaux de retournement ou quoi que ce soit. C'est simplement un marché qui ralentit sous des résistances. Donc, rien de grave, en tout cas pour le moment. Et en tous les cas, en rapport à ce qu'on s'est dit, tant que les signaux faibles dont on parlait n'ont pas d'impact sur la volatilité implicite et que ça reste circonscrit pour l'instant dans, par exemple, des marchés en particulier, notamment le prix du fret maritime. Ok, très clair. Eh bien, écoutez, merci David pour toutes ces précisions, pour votre analyse, pour bien la hauteur que vous nous faites prendre à chaque fois que chaque fois que vous intervenez. Et bien, je vous remercie pour tout ça, David. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans notre émission. On marque une rapide courte page de publicité. On se retrouve dans un instant avec les Market Movers de Daniel Cohen de Lara. À tout de suite sur TV Finance.